Ce soir, je vais vous parler d'automatisation des infrastructures réseau. Ça va un peu dans la même veine que ce que Sven vient d'expliquer, hein. Essayer d'automatiser au maximum, etc. Je vais vous expliquer aujourd'hui une approche un peu différente et vous présenter un peu les avantages. Donc, service catalogue, je ne sais pas si ça parle un peu aux gens dans la salle, consul, etc. C'est un mot qu'il faut pas en avoir peur, faut considérer une CMDB qui sert à quelque chose. Une CMDB live. Parce que la CMDB en général, on la renseigne quelque temps avec plein de bonne volonté, et après ça meurt. Donc, alors, c'est configuration management database. C'est une base de données où on dit serveur numéro 12, IP machin, nom machin, il sert à les imprimantes, le machin, etc. C'est documentation de ce qui existe. Historiquement, c'est des choses qui sont statiques. On rentre dedans et puis à chaque fois que ça change, il faut qu'on aille mettre à jour. Alors plus que ça, c'est un peu plutôt une sorte d'intranet ou autre chose où on référence où est le serveur plutôt que dans la tête. C'est historiquement c'était peut-être dans un fichier Word et puis après dans un petit intranet. Et le problème de ça, c'est que c'est déconnecté de la réalité. La réalité, elle bouge. Alors il y a 20 ans, peut-être l'infra bougeait un peu moins. Aujourd'hui, ça bouge encore plus. Donc l'idée qu'il y a derrière le service catalogue, c'est de faire en sorte que ce soit le plus dynamique possible. J'ai un service qui pop, il est renseigné, il dégage parce qu'il y a on en a plus besoin. La base est cleanée. Donc ça, c'est service catalogue. Et si on a ce service catalogue qui référence bien tout ce qu'il faut, eh ben on est juste à un pas de dire quand je veux automatiser, quand je veux ouvrir des flux, etc. Ben, j'ai qu'à ouvrir des flux que pour les services qui sont référencés. Pourquoi pas? C'est ça l'idée qui est derrière le talk. Et donc rapidos, Chetin, ça se prononce pas comme ça s'écrit. Ça c'est le petit avatar qu'on voyait ça normalement, c'est que c'est un compte à moi sur les 36 plateformes. Ça fait un peu longtemps que j'utilise ça. Et j'aime beaucoup le fromage. Quand je vais en Italie, j'essaie d'aller. Là, j'ai trouvé ça c'est du parmesan. Voilà. Donc on revient au talk. Donc en fait, ces dernières années, il y a un mouvement de fond qui est le DevOps. Je ne vais pas vous revenir là-dessus. En tout cas, c'est venu avec beaucoup de promesses. C'est venu avec beaucoup de promesses dans le sens où, au lieu de livrer des applications une ou deux fois par an, une équipe avec cette approche où on rapproche les devs et les ops, on devrait pouvoir être capable de livrer plusieurs fois par mois, voire par jour. Donc une chaîne de mise à disposition, ça va de l'intégration du code d'un nouveau développeur, puis après le packaging et enfin le déploiement. Ça, c'est le monde idéal. Donc en fait, sur les deux premiers cadrans, ce que vous voyez, on parle de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Et le CD, en fait, il peut prêter à confusion parce qu'en fait, il y a un autre CD, c'est le déploiement. Parce que quand on est ici, on a juste un binaire ou un artefact pour installer son application. Mais par contre, donc là, le boulot du dev s'arrête ici. Et au troisième cadran, c'est les ops, ils doivent prendre ça et l'installer sur la production. Et là, tout est automatisé, c'est la fête. Ben non. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, jusqu'ici, on peut automatiser pas mal. L'industrie est très mature là-dessus, par rapport avec Git, etc. Et Git et Jenkins, les pipelines, etc. Toutes ces deux parties-là sont bien maîtrisées. Par contre, le déploiement continu, c'est quelque chose qui est encore, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est des choses qui sont déjà un peu plus compliquées à atteindre en termes de niveau de maturité. Le problème, c'est que ça casse vraiment tout le workflow. Quand on n'automatise pas le déploiement, ça nous fait une belle jambe qu'on est à la version 72. Alors, il n'y a rien de plus énervant quand on a un bug qu'on nous réponde à raison. Ah, mais c'est fixé dans la version 72. Ouais, mais moi, je suis à la version 15. Et je peux pas la mettre en place parce que X, Y, Z. On a tous des bonnes raisons. J'ai été dans le côté des ops pendant quasiment toute ma carrière, plus de 20 ans. Donc, on a tous des bonnes raisons, mais c'est le problème. On essaie de résoudre ça. Parce que ce qui se passe, vu que c'est pas automatisé, c'est le déploiement, il est souvent manuel. Manuel qui veut dire,
on va avoir, vous, moi, nous, ça nous a donné du travail pendant plusieurs années. Moi, personnellement, si je peux faire autre chose de plus intéressant, genre faire des meet-up, des talks, des démos, je préfère faire ça que de faire des déploiements à la chaîne. Donc, le problème, en fait, le problème, en fait, c'est qu'on essaie de résoudre, on essaie de, par contournement, on essaie on le fait par manuellement. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on sait pas automatiser quelque chose, ça passe par du ticketing. Donc, on a l'application développeur ou l'application owner. Bonjour, il me faut plus, ça marche plus, j'en ai plus assez, il me faut un nouveau serveur. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre un ticket. Et il ouvre son ticket, le monsieur ou la dame. Par contre, tout ce qui arrive derrière, c'est ça, c'est que, ok, tu veux un nouveau serveur, bon fais un ticket pour le nouveau serveur, parce que déjà c'est pas automatisé. Et puis derrière, une fois que tu fais le serveur, c'est pas terminé. Il va falloir le mettre en place dans un contexte réseau pour qu'il puisse communiquer avec le reste de la boîte. Donc trouver une IP, ça déjà rien qu'ici on perd beaucoup de gens. Trouver une IP dans certaines boîtes, ça peut prendre 15 jours avoir une IP. C'est comme ça, la bonne IP dans le bon subnet, etc. Et ça peut être déjà très long. Donc là, après, on doit aller mettre à jour les éléments, etc. Une fois qu'on a tous les éléments de conf, on va devoir updater les éléments physiques et les éléments logiques potentiellement. Puis derrière, on passe la main à la sécurité, qui est la sécurité, le dernier bastion, qui va aller dire oui, ce flux a le droit de traverser tel équipement. Aujourd'hui, cette partie-là, elle est plutôt bien traitée en termes d'automatisation avec l'IAC qu'a présenté Sven. Cette partie-là, on a des choses dans les 10 dernières années avec les overlays réseaux, etc. C'est déjà beaucoup plus agile. Là, je force le trait quand je parle du DDD switch. Aujourd'hui, on va avoir des overlays réseaux qui vont permettre de faire des segments virtuels sans avoir à aller tirer des câbles, etc. La sécu, là, c'est le dernier rempart. En général, on a des grosses babasses. Vous savez comment c'est géré, le truc le plus compliqué, le plus critique de la boîte, ce qui fait qu'une application parle avec une autre ou pas. Je suis quasiment certain, si je demande, il y aura peut-être très peu de personnes qui vont me dire non, on fait autrement. Ça, en général, c'est un gros fichier Excel avec 70 onglets qui se trimballe entre 7-8 services. Et entre le monsieur ou la dame qui veut son application ici et la validation là, déjà, le fichier Excel, il a claqué 4 fois. Et c'est un fichier Excel, en fait, finalement. On gère nos règles de flux dans un fichier Excel. Et une fois que ça arrive, on prend ça, et puis il y a quelqu'un qui prend avec ses deux doigts, et qui va taper ça dans le, même s'il en a 10, il va le faire qu'avec 2 pour être bien certain de le faire. Parce que c'est super touchy, il faut pas se tromper. Donc on y va doucement. Et ça casse vraiment tout. Et c'est ce problème-là qu'on veut régler. Les problèmes que l'on a avec cette approche du ticketing, finalement, c'est quoi? Premièrement, on a du risque, parce que les grosses problématiques, oui, les bugs existent. C'est, je pense, plus courant que les pannes ou les indisponibilités arrivent parce que il y a une erreur humaine, tout simplement. On a mal configuré quelque chose, on pensait côté sur le dev, en fait, sur la prod, etc. Donc manuel égale plus, enfin, de toute façon, dès qu'on met un humain derrière une chaise, c'est le début de la liste des conneries. Et donc voilà. Si on peut automatiser, c'est mieux. On est très bien pour imaginer les choses. On n'est pas aussi bon pour répéter les tâches à vitam aeternam. Le temps, on en a parlé assez largement, je ne vais pas revenir dessus, et la standardisation, parce qu'en plus de ça, si on donne la même tâche à 5 personnes, vous allez avoir 15 manières de déploiement, parce que même la même personne, suivant le jour où il le fait, peut-être qu'il va pas le faire il va le faire différemment. Donc la standardisation, oui, il y a des runbooks, oui, ça existe, mais toujours est-il que on compte sur la rigueur et la bonne volonté. Et moi, le premier, on va en faire 10 et le 11e, on va le faire différemment. Et quand on est en vacances, c'est personne qui sait comment on a fait. Donc, standardiser, automatiser. Alors, et là, je me concentrerai vraiment sur la partie réseau, puisque sur la partie infrastructure, etc., c'est des problèmes qui sont plus ou moins réglés, en fait, dans l'industrie, surtout via Terraform. Donc, Terraform, tu en as parlé extensivement, Sven, merci. L'infrastructure as code. On prend tous les avantages du développement logiciel, on essaie d'appliquer à l'infrastructure. Historiquement, les infras n'avaient pas d'API, fallait aller on faisait du ClickOps, c'est invoqué. C'est pas du DevOps, c'est du ClickOps. On clique sur la console et puis reproductibilité 0.
Aujourd'hui, ça tend à disparaître parce que les produits en eux-mêmes, ils ont de plus en plus d'API déjà. Et Terraform, c'était pas le premier sur l'automatisation sur le marché, mais c'est celui qui a pris le plus d'ampleur dans le sens où il y a c'est un facilitateur. Il va se mettre devant l'API du client et on a un langage commun où on a un workflow commun, plan, apply, destroy quand on a envie. Et voilà, on a quelque chose de répétable. Ça, c'est Day One. Et finalement, sur la partie réseau, les switches, etc., aujourd'hui, les providers Terraform, ils existent pour les Fortinet, les Palo Alto. C'est de ces bases-là dont on parle. C'est le checkpoint, etc. Ça, même pas en rêve, vous automatisez ça. Moi, j'ai fait du réseau pendant plusieurs années. Et les collègues ou les gens de métier, ils commencent à peine, pour les plus Ansible, ok, on commence à automatiser, etc. Mais aller faire du Terraform, etc., Ascode, comme c'est dans le monde du serveur, on en est finalement, il y a une mentalité à changer et ça va assez doucement par rapport au reste de l'industrie, par rapport au reste des points. Mais bon an, mal an, le déploiement initial, la conception et le déploiement initial, on arrive à s'en sortir. Le problème, c'est le jour numéro 2. Quand une fois que le firewall, qui est aujourd'hui peut-être virtuel dans le cloud, etc., il est déployé, il faut aller rentrer les règles de firewall, ça change pas ça. Et même avec Terraform, en fait, soit on se refile un fichier Excel. En général, ça reste un fichier Excel qui derrière est codé sous forme de fichier. Alors c'est du HCL, etc. Mais finalement, le coding, moi, avant de rejoindre HashiCorp, j'ai passé 4 ans, j'étais pas de caillou chez Oracle. C'était 4 superbes années. Et j'ai fait beaucoup de Terraform. C'est ce qui m'a amené chez Oracle. Et entre autres, je travaillais sur les modules sur la partie réseau, virtual cloud network, et sur la partie sécurité. Je me suis arraché dans les cheveux dans tous les sens. Il m'en reste plus beaucoup. Et en fait, le problème, c'est que quand vous prenez du Terraform, etc., vous prenez des exemples de code, vous allez toujours avoir un truc. Oui, Apply, ça fonctionne. Normal, son scénario, il est bien cantonné. Il y a une application, 4 flux, clic, ça marche. Et puis on prend 10 lignes pour la sécu, pas plus. Maintenant, la réalité, c'est que quand on a le firewall, c'est pas 10 lignes, c'est peut-être 20 lignes, 100 lignes, 200 lignes, 300 règles de firewall. Là, on se retrouve à prendre le fichier Excel ligne par ligne. On est on recode dans un autre format et c'est pas forcément mieux finalement. Parce qu'on a juste traduit. Alors oui, c'est répétable, mais l'ingestion des règles pour les implémenter dans Terraform, on n'a finalement pas gagné grand-chose. Et donc là, l'idée de Consul, Terraform, Sync, je sais c'est long, alors Consul, c'est le truc, je vous ai parlé tout à l'heure au tout départ, service catalogue, etc. C'est un truc où les services, quand ils sont déployés, ils s'enregistrent, ils disent bonjour, je suis un serveur web et j'expose un service sur le port 443. Je suis un middleware et port 90-90. Ils s'enregistrent. L'idée, c'est de prendre partie de ce catalogue et avoir une petite lunette autour qui, quand elle voit un service qui arrive, on sait automatiser avec Terraform. On prend le provider sur le firewall de votre choix ou le load balancer. Ah, il y a un nouveau service, je vais appliquer la recette qui ajoute une règle firewall. Et ça se fait à chaud. Le service arrive, la règle est déployée automatiquement. Le service s'en va, la règle est déprovisionnée. Vous allez me dire, la sécu, est-ce que juste le fait d'envoyer un service, ça va ouvrir les flux au cas de vent? Pas forcément, parce qu'en fait, si vous respectez les principes IAC, votre code, en fait, quand il est commité, il y a déjà une revue de code qui doit être faite. Et il y a quelqu'un qui a mergé ce code-là, qui a dit oui, c'est le bon code avec des flux, etc. Donc déjà, pour qu'il arrive sur le Git avec des flux n'importe comment, et que si vous le passez sans regarder, il y a un problème. Et deuxième chose, c'est que après, ensuite, quand on fait de l'apply sur ce truc-là, on peut le faire en mode full automatique ou semi-automatique et y aller au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce que l'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'allier ces deux outils-là pour automatiser et rendre un peu dynamique l'application des règles. Et donc rapide, enfin j'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais pas beaucoup m'attarder, mais donc Consul, en fait, il fait pas mal de choses. Il y a nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux cas d'usage là. C'est découvrir et référencer les services et
automatiser le réseau via un petit plugin qui s'appelle CTS, Consul Terraform Sync. Donc après le reste, service mesh, machin, c'est dans le monde plutôt cloud native, etc. On n'en parle pas. C'est une boîte à outils qui fait beaucoup de choses. Il faut se concentrer sur des usages particuliers. Donc comment est-ce que ça fonctionne cette histoire? Bah typiquement, ce que je disais ici, c'est que par défaut, c'est manuel, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser un service catalogue. Donc là, en fait, on a un nouveau service qui s'enregistre dans Consul. Bonjour, je suis un serveur web nous sommes une flotte de serveurs web. On est 5, on expose tous sur le port 80 ou 443 et on veut se mettre derrière un load balancer, par exemple. Donc Consul, il l'a dans sa base, dans sa fameuse CMDB live. C'est le service catalogue finalement. Et derrière, parce que le service arrive et qu'il est approuvé, etc., on a une petite moulinette qui va aller déclencher un Terraform, qui va aller mettre à jour les équipements réseau eux-mêmes via l'écosystème de providers Terraform qui existe déjà. Et c'est ça l'intelligence du produit, c'est que Terraform, il y a un écosystème où aujourd'hui, enfin, il y a des providers pour quasiment tout. On peut, si on avait été joueur, on aurait pu, alors je sais pas si c'est Domino le fournisseur de ce soir, mais il y a même un provider Terraform Domino Pizza. On peut faire ça si on veut. Donc, en gros, dès qu'il y a une API, dès qu'il y a un service avec une API, on peut le wrapper et créer un provider. Donc là, l'idée, c'est que la communauté est déjà très large et il y a des providers qui sont maintenus par les éditeurs directement, d'autres par la communauté. Et en général, on arrive à s'en sortir avec tout ça. Donc, si on revient un peu plus en détail sur le pas à pas, donc voilà, le service arrive, il s'enregistre dans le catalogue. Une fois qu'il arrive dans le catalogue, Consul Terraform Sync, il est abonné lui-même, c'est un client Consul, il est abonné au catalogue. Là, il y a un nouveau service. Donc, je vais lancer un Terraform. Ce Terraform va aller appliquer une recette unitaire. Ici, il n'y a pas d'intelligence. C'est une recette toute bête. C'est une fonction. On me donne en entrée des variables, port, source, destination, et moi j'applique ce qui va bien sur l'équipement. Ça peut être ça peut être créer une règle firewall, ça peut être ajouter un membre dans un load balancer group, ça peut être tout ce genre de choses. Il y a même un plugin là-dessus qui permet vous mettez des tags dans votre CMDB, serveur prod, machin, etc. Et avec Consul Terraform Sync, il va la moulinette, elle va prendre ces tags-là et les réappliquer sur les ressources AWS, par exemple. C'est-à-dire que vous rentrez vos tags une fois et vous êtes certain que vous avez une consistance sur tout votre environnement. Donc le résumé avec tout ça, c'est quoi? C'est que on sait que vu que c'est répétable, etc., on reproduit à chaque fois la même formule. Donc si elle est mauvaise, on va faire plein de bêtises à la chaîne. Mais si on a pris un peu de temps pour faire des choses correctes, on est certain que les bonnes pratiques sont respectées tout le temps, quel que soit le jour, quelle que soit la personne, qu'il soit fatigué ou pas, puisque c'est un automate. Et l'idée, encore une fois, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur une approche en mode Big Bang. On peut y aller déjà déjà à la partie service catalogue, il faut ça dire qu'on commence à référencer les services, etc. Et on peut y aller au fur et à mesure, on peut automatiser ou pas, on peut juste faire un check et dire si tu vas jusqu'au bout, voilà ce qui se passerait sur ton firewall, oui ou non. On n'est pas obligé que ça se déroule au fur et à mesure à toute vitesse. Et l'idée, c'est qu'en plus, quand on a ça, on sait que quand les services sont rentrés et renseignés, on peut suivre les runs. On sait qu'à tel moment, il y a tel run Terraform qui a opéré telle règle a été rajoutée à tel jour et puis elle a été retirée ou pas tel jour par telle personne, etc., etc. En termes de compliance, c'est aussi super intéressant. Donc voilà le résumé. Avant, c'était pas beau et maintenant, c'est super. Non, mais clairement, en fait, là, l'approche des ouvertures de flux, je plaisantais à moitié tout à l'heure quand je disais que trouver une IP. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais il y a quelques années, je vous garantis que dans les grosses organisations, trouver une IP, vous pouviez peut-être attendre 10 jours pour avoir une IP dans le bon range, etc. Aujourd'hui, les solutions d'IPAM sont un peu plus généralisées, mais on n'a toujours pas tout réglé parce qu'il y a encore le firewall à mettre à jour. Donc en fait, des jours et des semaines, je suis gentil, parfois ça peut être des mois. Alors que là, si le process a été fait en amont, finalement, je veux pas dire que c'est en quelques secondes, mais si je vais le dire. Mais enfin, après, bien sûr qu'il y a toujours du process autour de ça, ce sera jamais quelques secondes parce que ne serait-ce que le temps de valider, etc.
L'écosystème, ça c'est juste un exemple des plugins qui existent aujourd'hui. Donc vous voyez, et c'est en fait finalement cette recette avec Terraform, elle fonctionne avec tous les providers. Mais il y a une petite opportunité de faire un focus sur ces éléments-là qui sont un peu moins, en général, un peu moins dynamiques. Et la liste que vous voyez là, c'est juste parce que ils ont été développés avec des partenaires dans cet ordre-là. Là, il y a AWS, mais d'ailleurs AWS, il y a juste un truc sur les load balancers. La partie security group, c'est ce que j'ai essayé de déployer. Et puis je vais essayer de vous faire voir ça tout à l'heure. Et on pourrait le faire même avec d'autres clouds en fait. Et voilà pour la partie image. Et puis maintenant, on va essayer de regarder un peu l'environnement. Qu'est-ce qu'on essaie de construire? Je suis comment au niveau timing? Je ne sais pas du tout. Okay. Pardon? Super. Alors, top. Donc ça, c'est l'architecture type qu'on va essayer de déployer. Donc en fait, à gauche, en fait, j'ai la machinerie HashiCorp. Moi, pour des soucis de simplicité, j'ai utilisé les offres SaaS qui existent. Terraform Cloud, c'est un truc gratuit. Vous vous abonnez pour vos propres trucs jusqu'à 5 utilisateurs. Il y a aucun coût. Conçu les HCP, conçu les volts, ça coûte un petit peu, mais c'est plus dans un esprit petite ou grande structure, etc. On veut quelque chose de sérieux. Pour s'amuser, pour regarder, ça suffit. Donc là, moi, pour les besoins, je voulais pas faire un truc en mode juste dev, je voulais vraiment avoir quelque chose qui était un peu réaliste. Donc on a des clusters, des services centraux pour la partie infrastructure as code, zero trust et networking qui sont dans un cloud, la plateforme HashiCorp. Et de l'autre côté, on a un environnement cloud d'un client. Donc on fait un peering entre les deux. C'est un peering AWS en l'occurrence, puisque ces clusters, on peut les déployer sur AWS ou sur Azure. Et ici, on a quelque chose finalement assez banal, hein, voire même très simple. On n'a même pas d'autoscaling group. Donc là, on a quoi? On a une application web avec 2 nœuds, un load balancer, une Internet Gateway pour faire les entrées, 2 AESI. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est pas ça. Non. Et pourtant, je sais pas si je vais en faire un nouveau. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ouvert. Ah bah voilà. Oh, j'ai passé le temps. Hein. Ah oui, c'est derrière. Super. Voilà. Donc ici, donc là on est sur la partie HCP. Donc je vais me reconnecter rapidement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est au niveau consul, ben, j'ai mon cluster qui est provisionné, j'ai mes membres, j'ai les membres du cluster qui sont là, tout va bien. Ici, au niveau Terraform, en fait, j'utilise plutôt que de faire une exécution de Terraform depuis mon poste, j'utilise une plateforme centralisée d'exécution, Terraform Cloud. Ça permet de faciliter le travail collaboratif, le suivi, etc. Ici, donc j'ai trois workspaces. Celui qui a déployé la partie Cloud HashiCorp, l'application et l'infrastructure. Ici, j'ai mon cluster. Donc là, je me suis connecté à mon cluster consul. C'est à ça que ça ressemble. Donc ici, ce que l'on voit, on voit les 3 membres consul en eux-mêmes. Ils sont donc mon serveur est up. Et ici, j'ai la petite application Terraform Sync qui s'est enregistrée, qui a souscrit au catalogue et qui regarde un peu ce qui se passe. Et j'ai pas d'autres applications ici. Enfin, j'ai pas d'autres services de découverte.
Tout simplement parce qu'en fait, alors que ici j'ai bien mes instances, hop. Donc là ici on voit les instances que j'ai déployées. J'ai mes serveurs 1 et 2, un jump host et le CTS, c'est tout ce que j'ai. Donc en fait cette machine, je vais aller sur les commandes, elle est là. Hop, voilà. Donc là, je suis sur un serveur qui a accès au serveur web directement. Et on voit que l'application ici, elle, euh, elle, elle nous ramène bien des choses. Donc il y a une application web derrière. Et si juste pour voir un peu, hop, hop, si je fais un links, hop. Donc on a une application web. Bon, c'est dans le terminal, hein, mais ça fonctionne. Hop. Voilà, on a bien ce qu'il faut, mais j'y accède pas depuis l'extérieur. Top. J'y accède pas depuis l'extérieur. Si je vais ici, hop, normalement, l'application ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ici, au niveau, je vais vous montrer le load balancer ici. J'ai mon listener qui écoute bien sur le port 80. J'ai une target group avec mes serveurs. Les deux serveurs sont là, les AcidWiki 1 et 2. Ils sont healthy, ils répondent bien sur le port 80, mais en fait, ici, sur la partie security group, le security group qui est attaché au load balancer, il autorise personne à rentrer. Donc ça se passe pas. Il autorise personne à rentrer et mon application n'est pas référencée dans l'application, dans Consul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, je triche un tout petit peu, mais à peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais prendre, c'est ça. Je vais prendre l'application ici et je vais la redéployer avec l'agent consul cette fois-ci. Donc là, j'avais quelque chose qui était déjà là comme ça. Je vais commenter. Alors, je vais vous montrer là. J'ai deux images en fait qui ont été créées avec un autre outil qui s'appelle Packer. J'ai une image qui a juste l'application et une autre qui a l'agent. Et cette image, elle est configurée pour que quand on démarre, l'agent s'enregistre, etc. Donc là, je vais redéployer les mêmes machines en utilisant cette nouvelle image-là. Parce qu'en fait, si je vais dans les instances, là, si je prends AppWiki et App1, on voit que l'image utilisée, c'est juste AcidWiki. C'est pas AcidWiki with Consul. Donc là, hop, ce que je vais faire là, c'est un peu en mode fainéant. Je vais si with Consul agent, donc ça c'est bien. Normalement, si je lance la commande ici, donc là je lance donc TF c'est juste un alias pour dire Terraform apply. Je suis en train de dire que je vais lancer un nouveau run d'exécution. Justement, CTS va, quand il va voir le service, il va ajouter le truc. Oui. Ma question, c'était en ajoutant l'agent, effectivement, la machine va s'enregistrer auprès de Consul, mais elle sera toujours pas disponible parce que le security group sera toujours pas là. Ce à quoi tu as répondu que, justement, le service allait le mettre tout seul comme un grand. En fait, ici, au niveau Consul, on a ce service-là qui, en fait, Consul Terraform 6, c'est un service qui tourne à côté. On va le voir, là, je vais vous connecter dessus, je vais vous montrer le service qui tourne. Et il s'enregistre lui-même dans Consul, il est client et il écoute ce qui se passe dans le catalogue. Donc si on revient à ça, là, hop, comme ça je vais avoir les unes après les autres. Si je reviens ici, voilà, sur cette machine-là, oui, point sul, on le met dans un coin et on l'insulte.
Donc là, on voit que le service tourne. Et puis, si on va dans les fichiers de configuration pour revenir sur la discussion tout à l'heure, en fait, donc le contenu MIA, Network Infrastructure Automation, ici, voilà, ça tient sur deux fichiers. Je vais vous montrer celui qui est en HCL. Voilà, ça se résume à ça ici. Pour configurer CTS, on lui dit tu vas utiliser l'agent local. Voilà tes niveaux de log, etc. Je veux que tu travailles dans tel répertoire. Et pour faire tes runs, je veux que tu utilises Terraform Cloud en mettant un tag. Ça, c'est la configuration de l'application en elle-même. Pendant ce temps, en fait, ici, on a un run qui est en train de tourner. Donc, si on voit ici, on voit que le plan au niveau Terraform, il s'est terminé, et il attend mes instructions pour continuer. Donc, je l'ai lancé depuis la ligne de commande, mais c'est une exécution à distance. Et avec Terraform Cloud, en fait, on a le meilleur des deux mondes, contrairement à d'autres solutions. C'est-à-dire que l'exécution se fait bien, ne se fait pas sur mon poste, mais j'ai un stream des logs. Ce que je vois ici, c'est exactement ce qui se passe en centrale sur la machine. Et si je viens en full screen, en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que il va remplacer les ALB, les machines, etc. Parce que l'image a changé, en fait. Oui. Micro. Garde ton souffle. J'ai vu passer dans la sortie de ton terminal une estimation des coûts. C'est quoi comme plugin? C'est quoi que tu utilises? Alors là, ici, tout de suite, ce que tu vois, c'est une feature intégrée à Terraform Cloud qui s'appelle Cost Estimation. J'ai pas de badge HashiCorp, je vais parler en tant que Chetin. Elle est pas super. Okay. Elle est pas super parce qu'en fait, pourquoi? Parce que déjà, elle prend que certains clouds, pas tous, et en plus, elle a un nombre limité de ressources. Quand tu vois sur la partie Cost Estimation, d'ailleurs ici, tu vois, là, bon, une instance, il sait faire. Une instance, il sait faire. Par contre, on voit ici, il y a une ressource qui n'a pas pu être évaluée. C'est assez dérangeant parce que c'est un cluster consul. Hein. C'est le service SaaS consul de HashiCorp qui n'est pas supporté aujourd'hui. Donc, voilà. Sur la partie Cost Estimation, cette feature, en tout cas, elle a le mérite d'être là. Elle permet de donner un début. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si on va dans Terraform Cloud, en fait, dans les settings, on a un truc qui s'appelle les run tasks. Les run tasks, c'est une manière de, à l'intérieur, au milieu de votre workflow, on va aller appeler des API distantes pour faire des choses et revenir. Et il y a des intégrations par défaut. Et Infracost, Infracost, ils sont bons. Ok, ils sont bons. Okay, Infracost, ils sont bons et ça, c'est bien pour le costing. Mais pas que. Il y a Bridgecrew, ils font de la sécu, Sneak, etc. Donc, et toutes ces intégrations-là, si vous allez sur Registry, hop, là, il y a un catalogue de toutes les intégrations qui existent avec Terraform Cloud. Ok. Il y a plusieurs. Sont en train de grossir. Il y a 2 semaines, il y en avait 5-6. Là, il y en a une petite vingtaine. Donc ça avance, ça prend de l'ampleur. Et donc en fait, par exemple, si on veut faire du costing, etc., un peu plus fin, l'idéal c'est d'aller intégrer au milieu du workflow, aller injecter. En fait, l'idée c'est que ces run tasks, elles peuvent être faites avant, après le post, en pré ou post plan, en pré-apply. Voilà, on regarde, on choisit à quel moment on exécute la run task. Et en général, c'est super pour aller aller enrichir notre pipeline finalement de l'IAC, ou bien aller adresser quelque chose qui n'a pas d'API. Imaginez que vous avez des API internes qui n'ont pas de provider. À un moment donné, vous pouvez aller, tiens, on parlait tout à l'heure de la CMDB qu'on remplissait à la main. Peut-être que vous avez une CMDB, vous n'avez pas conçue, et vous allez la mettre à jour avec un petit machin. Et donc, les run tasks, c'est une bonne manière d'enrichir le workflow. Ok, du coup, on peut avoir des run tasks custom, pas juste des providers. Complètement. Ok, là, cool. En fait, si on revient ici, settings, run task. Là, on a les jolis. Et puis, si on fait un run task, create run task,
Ici, en fait, on peut faire une custom. Il faut avoir un endpoint URL et une HMAC, c'est le service qui s'authentifie, qui dit oui, je suis. Enfin, en fait, il faut qu'il génère une. C'est pour être certain qu'on est sur la bonne URL quand on fait un appel API. C'est important. Mais il y a de la documentation là-dessus pour expliquer comment ça se passe. Et de toute façon, quand vous cliquez là-dessus, si on clique là-dessus, ça vous envoie direct sur la documentation en disant comment faire pour intégrer Runtask dans TFE. Ok, merci. Donc voilà sur cette partie-là. Entre-temps, j'ai mon run qui attend. Oui. Du coup, lorsque l'application, par exemple, pour X ou telle raison, elle a un souci, si le check de l'application ne marche pas, on est d'accord qu'elle disparaît du service dans Consul. Pour l'instant, elle n'a pas encore apparu. et c'est une très bonne remarque. Comment ça va fonctionner avec CTS? Ça veut dire que ça va fermer le flux, par exemple, ou suivant comment on a configuré D'accord, donc faut être vigilant. Le comportement par défaut, c'est ça. C'est le service est souscrit, je fais ce qu'on me demande. C'est une fonction, hein, input, output. Je prends une entrée, je fais un traitement qui est tout le temps fini et le même, et j'ai une sortie qui est définie. C'est comme une fonction en programmation. Donc, et quand le service n'est plus là, parce qu'on l'a déregistré, parce qu'un nœud est down, exactement, ou parce que on n'en a plus envie, la CTS va aller faire le ménage. Va fermer le flux. Et ça, c'est super. Parce qu'en plus de ça, vu que ça se base sur le catalogue, là où je voulais revenir, c'est que le service aujourd'hui, il a l'IP A. Quand on regarde les règles de firewall, IP à IP, ça veut rien dire. Ouais. Quand j'ai une règle, moi, si tu me donnes une règle de firewall, je la rends jamais, j'en ai toujours besoin, mais à travers 10 ans, je vais faire tourner 20 applications différentes dessus. Parce que j'ai eu une règle, j'ai mis 3 mois à l'avoir, et puis derrière cette IP, on ne sait pas ce qu'il y a finalement. 443, je fais ce que je veux. Donc là, l'idée, c'est que le service s'enregistre, il y a un health check applicatif, ça a été validé, et quand il n'est plus là, c'est purgé. Et j'ai une autre question du coup, je vous embête. Sur Terraform, comment vous gérez le mécanisme d'approbation de flux avec un RSSI par exemple? Par exemple, on ouvre un flux via Terraform, on a besoin d'une approbation d'un RSSI pour qu'il accepte qu'on ouvre le flux. Comment Terraform va gérer ça? Est-ce qu'il y a un pending? Enfin, comment? Ben, regarde là, voilà, on est dessus, c'est marqué quoi? Pending. Ok, parfait. En fait, par défaut, alors en fait, il y a plusieurs garde-fous. Le premier, c'est que là, je suis en train d'appliquer un code. 2 minutes. Donc là, je suis en train d'appliquer un code, je le fais un peu YOLO, c'est sur mon poste. La réalité, c'est que ce code, en fait, je devrais pas le faire là comme ça, je devrais faire un commit. Et le commit, avant d'être accepté, il y a une code review. Déjà, on fait pas un run avec n'importe quoi. Quand le code applicatif arrive en disant je suis une application, je veux parler sur le port 443 machin, il y a déjà une approbation qui est faite en amont sur le code. Et après, en plus, le garde-fou ici, moi sur ce workspace, j'ai pas fait un run automatique, j'ai fait un run où je dois faire une revue. Et donc là ici, je peux regarder ce qui va, si ça me va pas. Là en l'occurrence, je vais dire apply et je vais me dire c'est le hug, c'est la fête. Allez. Hop. Et du coup, dans le cadre où il y a une entité dans une entreprise qui gère la sécurité, il faut qu'ils aient accès pour approuver sur de ce côté-là, quoi. Côté en fait, eux, c'est pas raccordable, par exemple, avec un outil de ticketing de gestion de flux. Si. Genre Tufin, par exemple. Tufin, je sais pas. Il y a une idée derrière la tête là. Hein. C'est pas. Exactement. En fait, en termes de gestion de ticketing, il y a une intégration native qui existe avec ServiceNow dans Terraform Cloud. Et sinon, il y a les runtasks. Okay. Je sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des intégrations avec Jira. Donc là, pendant qu'on est en train de parler, donc là, il commence par virer les VM. Hop. Donc là, ici, on voit, si je fais un refresh, les VM vont commencer, je pense, à disparaître. Oui. Oui. Alors, en fait, la conf ici, alors, une seconde, destroying, ok.
Ok, donc là, les VM sont en train de partir. Ici, voilà. Et ici, en fait, il a commencé à le remplacer. Et là, donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des VM qui sont déjà running là, des nouvelles. Et ce qui se passe, c'est que le service ici, il a été enregistré avec les IP, Wiki 1, Wiki 2. Donc on a un service qui s'appelle Acid Wiki. Et on a dedans, on a 2 serveurs qui sont derrière. Et si on va ici sur la partie load balancer, donc load balancer c'est toujours le même. Par contre le security group, il est ici. Là j'ai bien une règle qui autorise la communication. Et si je vais ici, j'ai mon application qui fonctionne maintenant comme ça. Ouais. Ouais. Alors j'arrive. Hop. Hop là. Ici, j'ai infra. Ici, j'ai l'application, la partie CTS, consulte Terraform Sync. Donc ici, en fait, j'ai la machine, en fait, dans l'image que j'ai générée. Donc ça, c'est le code pour déployer l'image, la machine, pardon. Elle est ici. Hop. La machine est ici. Et elle dépend d'un autre AMI qui est là, Consul Terraform Sync. Et en fait, la configuration interne, elle est dans l'autre. Alors, pardon, elle est dans Packer. Et c'est ce que je de montrer. Voilà, ici, dans le répertoire Build, ici sur la partie CTS. Donc, j'ai le basic build. Ça, c'est la configuration ici. Et là, en fait, en post-provisionneur, j'ai les fichiers de conf qui sont posés, les fichiers HCL qui sont posés, et plus un script d'install ici avec les. En fait, j'utilise sur la partie scripting. Une seconde. Hop, je vais me faire mettre à la porte. Hop. Voilà. Ici, j'ai le CTS install qui fait différentes choses. Tout ça, c'est sur un Git repo. Je vous le partagerai sur le Hug. Là, en l'occurrence, ce que je fais exactement, la partie HCP, elle nécessite des clusters, etc. Mais je vais essayer de sortir la partie CTS pour qu'elle puisse être reproductible sur des environnements internes. Ouais. L'ajout du security group, oui. Elle est dans le fichier config.html, c'est ça? Elle appelle un module. Oui, il est où ce module? C'est vrai, c'est ça, il est bien caché. Hein. Juste pour voir la tête qui savait la fonction CTS dont tu parles depuis le début. Mais là, il me manque un truc. Là, il me manque un truc. C'est pas bon. Non, c'est le fichier de conf CTS, mais il est pas bon. C'est pas la bonne version. Ça. Parce que normalement, en fait, ici, je dois avoir un bloc task, et le bloc task qui appelle le module. Et là, il est pas bon. Ça veut dire que je suis pas. Enfin, faut que je regarde. Je pense que je suis pas sur la bonne version. Ouais, parce que là, ça a marché. Donc, ça veut dire que si tu vas sur la machine CTS, tu dois le voir, ce code. Non, mais comme je fais des mocks, etc., peut-être que là-dessus, sur cette version-là, faut que je regarde le code. Hop. Et parce qu'en fait, je pense que je suis pas au dernier commit et ça doit être un mock où je crée la règle pour pouvoir faire l'enregistrement de CTS d'abord.
Ouais, non, mais je suis clairement pas bon. Je suis clairement pas bon. Bah ouais, va falloir me croire sur parole pour aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, en toute transparence, c'est que, alors, tout ce que je vous ai montré, ça fonctionne, mais là, je vous ai fait un coup de Garcia. Parce que le code que j'ai là, il appelle pas le module. C'était là, je regarde, je suis pas au dernier commit là. Et donc ça veut dire que dans ton AMI de CTS, il y a le bon bout de code qui fait l'ajout de la règle sécurité. Je suis pas certain si. Pourtant, elle est bien apparue la règle. L'AMI en fait, l'AMI il est généré via le packer. Et là, j'ai pas le bon code. Parce que même ici, regarde, si je vais dans build, c'est le même repo en fait. Sur la partie build, ici, j'ai les formules et j'ai pas ce qu'il faut là. J'ai pas ce qu'il faut. Ça veut dire que là, j'ai pas le module qui faisait ça. Et surtout, ce qui est parlant, c'est cette partie-là. Le fichier de conf, il est pas bon. Il manque un bloc. Mais dans la logique de CTS, c'est la machine qui contient les règles à appliquer quand une machine est enregistrée dans Consul. Alors, non, il a un bloc task. Je vais te montrer ça dans la documentation. Ouais. Il a un bloc task. Voilà. Ici, par exemple, si on prend l'exemple avec la partie listener, ici, tu vois, le main, ça c'est le module que tu vas appeler. Et le main, en fait, ici, tu vois, il dit, celui-ci, il crée des ressources groupes. Il met des serveurs derrière un load balancer. Donc, il crée un target group, il crée un attachment, et donc il fait tous ces traitements, peu importe. Et vu que c'est un module, il prend ces infos via les variables. Et ça, cette variable, tu vois, c'est un objet de type map. Ça, c'est un variable. Tous les modules CTS qui sont CTS compatibles, ils vont avoir une entrée de ce type-là qui correspond, cet objet-là, ça correspond à la manière dont Consul modélise un service. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ma conf CTS, j'ai pas dans le bloc task, eh ben, tu dis provider AWS, module Chetin Security Group, etc. Et là, en fait, le code, il n'est pas à la bonne version, donc ça veut dire que j'ai pas le module dessus, et ça doit être une règle Security Group qui traînait dans mon code quand j'étais dans le process de dev. Et donc, c'est un fonctionnement de pool, c'est le CTS. Oh, pardon.